Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe vraiment montréalais. D'un côté, on a des tours à bureaux qui se vident, des étages complets dans le noir, C'est assez frappant quand on se promène au centre-ville le soir. absolument. Et de l'autre côté, une crise du logement qui, elle, s'intensifie. Ça semble être une équation insoluble. On a l'offre et on a la demande, mais elles ne se rencontrent pas. Exactement. Et pourtant, il y a une solution qui commence à émerger. C'est le sujet de notre analyse aujourd'hui, cette grande transformation des espaces de travail en lieu de vie. On va voir comment ça se dessine. On a de bonnes sources pour ça, je crois. Wikiresidence.ca et infodrone.ca. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'envers du décor. Qui sont les joueurs? Comment c'est possible financièrement? Et qu'est-ce que ça va changer pour l'âme du centre-ville? On va décortiquer ce fameux cocktail de financement qui semble tout rendre possible. C'est le mot juste, un cocktail. Pour commencer, remettons les choses en contexte. Tout parle de la pandémie, du télétravail. Le centre-ville s'est vidé. Et là, un nom ressort tout le temps dans les analyses, le groupe Match. Oui, Match, c'est un incontournable. Il faut les voir comme un baromètre du marché. Un baromètre, hein, c'est-à-dire? On parle d'un portefeuille de plus de 40 millions de pieds carrés. Quand un joueur de cette taille prend une direction, tout le secteur regarde. Ils ne font pas que suivre les tendances. Souvent, ils les créent. Et leur stratégie actuelle est... Particulière. Ils ne visent pas les tours les plus prestigieuses. Les sources disent qu'ils ciblent les immeubles de catégorie B et C. Concrètement, ça veut dire quoi? Penser à des bâtiments un peu plus vieux, peut-être moins bien situés, avec moins de fenêtres. Bref, les premiers que les entreprises quittent quand elles coupent dans leurs espaces de bureau. Donc ce sont les actifs qui souffrent le plus en ce moment. Exactement, ceux dont la valeur est en train de chuter. Et les chiffres cités dans les documents sont assez fous. On parle de taux d'inoccupation de 20, même 25%. C'est un gouffre. Et c'est là que leur stratégie devient brillante. Ils regardent ce 25% de vide et ils le comparent à un autre chiffre, le taux d'inoccupation dans le résidentiel. Qui est à moins de 2%. Voilà. D'un côté, un actif qui perd de la valeur, de l'autre, une demande qui explose. La décision devient presque logique. C'est une réorientation du capital, en fait. Mais est-ce que c'est juste McChich ou est-ce que c'est un mouvement plus large? Oh, c'est un vrai mouvement de fond. McChish est un leader, mais ils sont loin d'être les seuls. On voit des projets de toutes sortes apparaître. Comme le 600 de Maisonneuve-Ouest, par exemple. Oui, ça c'est un exemple colossal. Transformer 2 tours jumelles en presque 700 appartements, ça change un quartier, ça? Complètement. Et même les autres géants, comme Ivan Wickham Bridge, sont dans la course. Ils évaluent comment intégrer du résidentiel au 1001 Robert Bourassa, près de Place Bonaventure. Ils ne pensent pas juste en termes de remplacement, donc. Non, ils pensent en termes d'écosystème mixte, créer des milieux de vie complets. Et ce n'est pas tout. Ah non. Non, dans le vieux Montréal, par exemple, on voit autre chose. Des plus petits investisseurs qui achètent des immeubles patrimoniaux pour en faire des condos de luxe. Donc la tendance s'adapte vraiment au quartier, à l'échelle. Ce n'est pas une recette unique. C'est ça qui est fascinant. C'est une adaptation intelligente au marché. Bon, sur papier, ça a l'air d'être la solution miracle. Mais convertir une tour de bureau, ça doit être un casse-tête technique. Et financier. Les sources parlent de 300 à 500 dollars le pied carré. C'est un chiffre astronomique. Et il faut comprendre, on ne parle pas de rénovation de surface, là. Non, c'est clair. On ne fait pas que poser des murs et repeindre, on touche à la structure même du bâtiment. Décortiquons ça un peu. Cet argent, il va où? Alors, pensez d'abord à la plomberie. Un étage de bureau, c'est quoi? Un bloc sanitaire pour 50 personnes. D'accord. Un étage résidentiel, il faut une cuisine et une salle de bain. Dans chaque appartement. Ça veut dire qu'il faut percer les dalles de béton partout pour passer des nouvelles colonnes de plomberie. C'est une opération majeure. Sans parler de la ventilation, j'imagine. Et les sources mentionnées aussi, les normes sismiques. Absolument. Beaucoup de ces tours ont été bâtis avant les codes modernes. Changer l'usage du bâtiment, ça oblige souvent à tout mettre aux normes. Ça peut vouloir dire renforcer la structure en acier. Et puis il y a les fenêtres. Ah oui. Les fenêtres de bureau sont scellées. Dans un logement, il faut que ça s'ouvre. Donc parfois, il faut changer des murs rideaux au complet. La facture grimpe très très vite. Avec des coûts pareils, on se demande comment c'est rentable. Mais là, il faut voir ça du point de vue de la ville. Pour elle, un bureau vide, c'est une perte sèche, j'imagine. C'est un trou noir fiscal. Un immeuble vide ne génère presque plus de taxes, mais il coûte toujours en service. Alors qu'un immeuble résidentiel.
Même si le taux de taxation est un peu plus bas, il assure une base fiscale stable. Prévisible. Pour la ville, le calcul est vite fait. Un revenu stable, c'est infiniment mieux qu'une perte qui se creuse. C'est pour ça qu'elle est prête à aider. La ville sécurise ses revenus. Mais les sources suggèrent que l'enjeu va plus loin. Il y a une phrase qui m'a marquée. Au-delà des briques et du béton, c'est l'âme de Montréal qui change. Oui, et c'est ça, le véritable objectif à long terme. On a passé des décennies à construire des centres-villes sur un modèle de 9 à 5. Très animé le jour, Et des déserts balayés par le vent après 17 heures. Le week-end, n'en parlons pas. le fameux quartier fantôme. Et l'arrivée de milliers de résidents, ce serait ça la solution. C'est l'idée. Des gens qui vivent là 24/7, ça crée une demande pour autre chose. Les restaurants de lunch d'affaires cèdent la place aux épiceries, aux garderies, aux parcs. C'est tout l'écosystème qui doit se réinventer. Exactement. Pour servir des habitants, pas juste des travailleurs de passage. Ça me fait penser au concept de Jane Jacobs, que les sources citent à elle, les yeux sur la rue. C'est une idée très puissante. Ça veut simplement dire qu'un quartier habité est un quartier plus sécuritaire. Quand des gens regardent par leurs fenêtres le soir, quand il y a des lumières allumées, ça crée une surveillance sociale naturelle. Une présence humaine. Voilà. Ça ramène de la vie. Et tout ça, ça nous mène directement à la vision de la ville du quart d'heure, n'est-ce pas? Oui, où tout est accessible à pied ou en transport en commun. Et c'est là que c'est génial. Ces tours de bureaux sont déjà au-dessus du métro, du REM. En y créant des logements, on offre une option de vie sans voiture à une échelle massive. On densifie intelligemment. C'est une vision urbanistique qui a beaucoup de sens. Mais je reviens toujours à la même question. 300, 400, 500 dollars le pied carré. Les chiffres ne fonctionnent pas. Comment les promoteurs font pour que ça soit rentable? C'est la question à $1 million. Et la réponse est simple, ils n'y arrivent pas. Comment ça? Pas seuls en tout cas. C'est là qu'on arrive au cœur du dossier. Aucun de ces projets ne serait viable sans ce que les sources appellent le cocktail de financement. Un mélange d'aides des 3 paliers de gouvernement. Le fameux cocktail. Alors, décortiquons la recette. C'est quoi l'ingrédient principal? Logement. Le programme s'appelle APH Select. APH Select. C'est un nom un peu technique. C'est une subvention, Ottawa envoie un chèque. Pas du tout, et c'est là que c'est habile. Ce n'est pas de l'argent direct. C'est une assurance prêt. Mais une assurance qui donne accès à des conditions de financement incroyables. C'est-à-dire, Un promoteur qui se qualifie peut financer jusqu'à 95% de son projet. Et surtout, il peut amortir son prêt sur 50 ans. 50 ans. La norme, c'est quoi, 25 ans? 25, 30 ans, oui. Ça change complètement la donne. En étalant les paiements sur 50 ans, les mensualités baissent énormément. Ça rend un projet viable. Mais attention. Il y a des conditions. Oui, pour se qualifier, le projet doit être bon en matière d'abordabilité, d'accessibilité, d'efficacité énergétique. Le fédéral utilise son levier pour pousser des objectifs sociaux. D'accord. Donc ça, c'est le premier ingrédient. On ajoute quoi d'autre? On ajoute un autre morceau du fédéral, plus direct cette fois. Le remboursement complet de la TPS sur la construction de logements locatifs. Et les conversions de bureaux y ont droit. Ah, ça, c'est de l'argent comptant. L'exemple dans le dossier est clair. 2,5 millions d'économies sur un projet de 50 millions. C'est significatif. Très. Et ça devient encore plus intéressant quand le provincial s'en mêle. Québec a suivi. Oui, le gouvernement a annoncé qu'il remboursait aussi sa taxe, la TVQ. Donc quand on combine les deux, les promoteurs peuvent récupérer environ 15% de leurs coûts. C'est massif. 15%. Et le Québec a aussi son propre programme, le PHAQ, qui est mentionné. Oui, le programme d'habitation abordable au Québec, ça c'est une subvention plus directe pour aider à créer des logements abordables. Mais ça vient avec une contrepartie importante. Laquelle? En échange de l'argent, le promoteur doit s'engager à garder des loyers sous le prix du marché pendant très longtemps, parfois jusqu'à 35 ans. C'est un choix stratégique à faire. Je vois. Donc on a le fédéral, le provincial, il manque le municipal. Quelle est la touche finale de la ville de Montréal? La ville, elle, utilise son principal outil, la réglementation, ou plutôt son pouvoir de ne pas réglementer. C'est-à-dire? L'exemple le plus clair, c'est la suspension de son règlement pour une métropole mixte au centre-ville pour ses projets de conversion. Le fameux règlement 20-20-20 qui oblige d'inclure du logement social et abordable. Exactement. Normalement, si tu ne le respectes pas, tu paies des pénalités de millions de dollars. En suspendant cette obligation jusqu'en 2026 pour les conversions, la ville offre une sorte de subvention indirecte énorme. Donc, si je résume la recette gagnante, on prend le programme APH Select pour l'effet de levier, C'est la base.
On ajoute 15% de remboursement de taxes d'Ottawa et Québec, C'est la touche sucrée. et on termine avec une exemption réglementaire de la ville. C'est ça, le mélange qui rend l'impossible possible. C'est la seule façon. Et la conclusion de l'analyse est très juste sur ce point. Oui, ça représente un coût pour les gouvernements, mais le coût de l'inaction, C'est-à-dire, le coût de regarder le centre-ville se désertifier serait infiniment plus élevé pour tout le monde. C'est un investissement pour éviter un déclin. c'est une excellente synthèse. On est parti d'un double problème qui semblait insoluble et on a découvert une solution complexe, façonnée par la stratégie, la technique, une vision sociale et cette recette financière assez ingénieuse. Pour conclure, je crois que la dernière phrase du dossier dit tout. Je la cite. Nous assistons à la naissance d'un nouveau Montréal, plus hybride, plus habité et, espérons-le, plus vivant. On est à un point tournant. C'est une image très forte et ça me laisse avec une dernière pensée. On a beaucoup parlé de la conversion en logement parce que c'est le besoin urgent d'aujourd'hui. Mais si les dernières années nous ont appris une chose, c'est que tout peut changer très vite. C'est certain. Alors que transformer des bureaux en appartements semble être la solution parfaite pour 2026, qu'est-ce qui va se passer si, dans 20 ans, la nature du travail change encore? Quels usages futurs pour ces immenses structures au cœur de nos villes est-ce qu'on n'imagine même pas encore? C'est la question qui reste ouverte.